Et c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Laurence Ferrari. Merci d'être venu sur nos deux antennes. À 6 jours du premier tour, le président se lance à nouveau au cœur de la mêlée électorale en écrivant une lettre aux Français dans la presse régionale avec ces mots « Ne vous résignez pas à quoi ?» Au fait que les Français lui disent leur colère, Gabriel Attal? Ne vous résignez pas à devoir choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise. Moi, je rencontre beaucoup de Français, je me déplace sur le terrain. J'ai fait presque une quinzaine de départements ces 2 dernières semaines. Beaucoup de Français qui me disent on n'a pas envie de choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Oui, mais qui vous disent aussi beaucoup leur colère contre le président. Vous en avez fait l'expérience à chaque déplacement sur le terrain. Bien sûr, mais qui sont bien conscients que c'est une élection législative, que quel que soit le résultat de cette élection législative, le président de la République sera président de la République jusqu'en 2027, et que cette élection législative n'est pas un référendum pour ou contre le président, mais le choix d'un projet, d'une majorité à l'Assemblée nationale et donc d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Or, les projets qui sont présentés ou les lignes politiques présentées par la France insoumise et ses alliés ou le Rassemblement national seraient une catastrophe pour notre économie et nos emplois. C'est pas moi qui le dis, c'est les chefs d'entreprise eux-mêmes, l'association des chefs d'entreprise, des grandes entreprises, 2 millions de salariés, le patron des PME, la CPME, qui disent que si le RN gagne, la France irait dans le mur. Des centaines de milliers d'emplois. On va parler de tout ça dans un instant. Le président a mentionné dans cette lettre aux Français qu'il ne démissionnera pas quoi qu'il arrive. Ça aurait été trop tentant pour les Français, Gabriel Attal? Je pense que c'est important de, encore une fois, redire quel est l'enjeu de cette élection. C'est pas de dire non à Emmanuel Macron. C'est une élection législative. C'est la première fois depuis plus de 25 ans, Laurence Ferrari, que les Français se prononcent pour une élection législative au cours d'un mandat. Ils ont l'habitude normalement d'avoir une élection présidentielle et 1 mois plus tard l'élection législative qui vient quelque part confirmer le résultat de l'élection présidentielle. Là, au milieu d'un mandat, il y a la possibilité de choisir une majorité et donc un Premier ministre et un gouvernement. À un moment où la France est à un des carrefours de son histoire. On voit les défis sont immenses en termes géopolitiques, en termes économiques, en termes technologiques, c'était le en moment termes justement de la environnementaux. plonger dans le désordre, dans le chaos de l'élection législative, surprise, avec à peine 3 semaines pour tout organiser, présenter les programmes. C'était vraiment le bon moment. D'abord, moi je crois que la démocratie... C'était pas mieux un peu plus tard, c'était pas mieux... C'est le choix du président de la République. Il a considéré que c'était le moment où il fallait le faire. Je crois que la démocratie, ça n'est jamais le chaos, quel que soit ce qu'on pense de la décision du président de la République. Donner la parole aux Français, leur donner la possibilité de décider, ça n'est jamais le chaos. Et moi, je le dis, partout où je me déplace, je vois des Français qui sont prêts au sursaut, qui ne veulent pas de cette tenaille entre les extrêmes, qui évidemment ont des reproches à faire à l'action qui a été menée par le gouvernement, évidemment considèrent qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien dans le pays, et je vais vous dire, je suis d'accord avec eux, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Évidemment qu'il y a des Français qui souffrent, qu'il y a des Français qui doutent, qu'il y a des Français qui sont en difficulté. Moi, c'est pour ça que je me bats depuis un peu plus de 5 mois à Matignon, et c'est pour ça que je propose un programme qui nous permet d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets clés. Je pense au pouvoir d'achat, je pense à la sécurité et à d'autres sujets. Mais pourquoi maintenant, sous la pression de ces élections législatives, Gabriel Attal? Les Français ont l'impression que voilà, tout est fait dans la précipitation, qu'on leur promet monts et merveilles, vous y compris. Non, vous savez, on a eu une défaite aux élections européennes. On a perdu les élections européennes. On échange avec les Français. Et le fait est que les Français attendent de nous qu'on aille plus loin, plus fort sur des enjeux clés comme le pouvoir d'achat et la sécurité. Je ne crois pas qu'ils attendent de nous, en tout cas, moi ça n'a jamais été ma méthode, qu'on change radicalement de ligne et qu'on renonce à un certain nombre de priorités. Je pense par exemple, doit changer profondément. C'est ce que dit le président. Mais sur le fond, par exemple, je ne vais pas me mettre, moi, à être pour des augmentations d'impôts comme ce que proposent les autres. J'assume de dire que je veux continuer une politique qui n'augmente pas les impôts. Et on est les seuls à être capable de le dire et de s'y engager. On a, ces dernières années, supprimé la taxe d'habitation, la redevance télé, baissé les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Je veux continuer avec des mesures très claires sur les classes moyennes qui travaillent, qui veulent acheter leur premier logement, avec la suppression des frais de notaire. Je veux continuer sur le pouvoir d'achat avec une baisse de 15% de la facture d'électricité cet hiver. Je veux que désormais, les retraites de nos retraités soient systématiquement revalorisées avec l'inflation, comme on l'a fait en janvier. Oui, mais elles sont financées à la différence de nos 10 milliards d'euros concurrents. à peu près, c'est ça? Non, il y a une mesure sur les frais de notaire pour les primo-accédants, c'est-à-dire des couples qui veulent, par exemple, acheter leur premier logement. Moi, je pense que ça fait partie du rêve français que d'être propriétaire de sa maison, si possible, une maison individuelle. Cette mesure coûte 2 milliards d'euros. Il se trouve que j'avais annoncé, au moment de ma nomination, il y a quelques mois, qu'on aurait une mesure à 2 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des classes moyennes. On avait mis de côté quelque part pour ça. Cette mesure est financée. Pour le reste, le programme est intégralement financé. On a la prime de pouvoir d'achat versée par les entreprises, dont on relève le plafond. Il y a 6 millions de salariés qui en ont bénéficié l'année dernière.
pourront être davantage à le faire et beaucoup d'autres mesures. Il y a d'autres sujets. Évidemment, c'est important de parler d'économie. Il y a aussi les sujets régaliens sur lesquels les Français jugent durement l'action de votre gouvernement et ceux qui vous ont précédé. Insécurité, violence, immigration. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé le poids de ces sujets dans la vie quotidienne de nos concitoyens ? Les Français, ils ont droit à une vie tranquille. Pouvoir rentrer chez soi en sécurité, sortir avec ses enfants en sécurité, sortir dans la rue quand on est une femme sans se sentir menacée. Ça doit être toujours un droit pour les Français. Est-ce que ça l'est aujourd'hui pour tous ? La réponse est non. Ce sont des paroles. Je viens ensuite sur les actes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? La réponse est non. Est-ce qu'on a fait des choses ces dernières années ? Oui. On a recruté 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires, 200 brigades de gendarmerie supplémentaires qui, aujourd'hui, sont en train d'être installées sur notre territoire. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Après cette question du renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie, c'est la question de l'impunité et de la réponse pénale, et notamment pour les mineurs délinquants. Moi, j'en ai fait ma priorité. J'ai été nommé il y a quelques mois Premier ministre. J'ai lancé un chantier le 18 avril à Viry-Châtillon. Qu'est-ce que vous proposez sur les mineurs ? Alors, de manière très claire, je propose quoi ? Je propose pour la responsabilisation des parents, qu'on puisse plus facilement retenir un manquement à l'obligation parentale. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Un parent qui ne se préoccupe pas de savoir si ses enfants vont à l'école ou pas, un parent qui laisse son gamin de 12 ans traîner dans la rue la nuit, aujourd'hui, c'est difficile, au terme de la loi, de retenir un manquement à l'obligation parentale. Ce que je propose, c'est que ça soit plus simple. Deuxième chose, je propose une comparution immédiate pour les mineurs. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut qu'on ait des sanctions beaucoup plus rapides. Qu'est-ce que ça changera effectivement dans l'accélération de la sanction ? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la sanction ne tombe pas, même en comparution immédiate. Ça tombe au minimum 6 mois après. Alors aujourd'hui, quand vous êtes mineur, vous êtes déféré très rapidement, mais la sanction arrive au bout de 6, 7, 8 mois, parce qu'il y a cette idée de mise à l'épreuve. Or, je considère que dans un certain nombre de cas, notamment quand il y a récidive, mais pas seulement, il n'y a peut-être pas besoin de cette mise à l'épreuve et de cette évaluation. Donc désormais, on supprime automatiquement sanction immédiate. Excuse de minorité, c'est ça ? Excuse de minorité, c'est autre chose. C'est ce qui permet d'atténuer la peine quand vous êtes comparution immédiate. Quand vous êtes mineur. Donc il y a la comparution immédiate pour aller plus vite, et ensuite il y a l'atténuation de l'excuse de minorité pour être plus ferme. Et ça aussi, je le propose dans cette campagne. Ça veut dire que quand vous êtes mineur et que vous commettez un acte grave ou que vous êtes en récidive, le principe doit être qu'il n'y a plus d'excuse de minorité pour pouvoir être plus ferme. L'objectif, évidemment, c'est d'être plus ferme, d'avoir des sanctions qui tombent plus vite et qui soient exécutées. Béatrice Brugère, qui est magistrate, nous expliquait que le problème, c'est l'exécution de la sanction. Pour la justice des mineurs, on en est à 76% d'alternatives à l'incarcération, 40% d'alternatives aux poursuites. Oui. Est-ce que ce n'est pas là l'application de la sanction où est le cœur du problème ? Si, et moi je crois par ailleurs qu'il faut même aller plus loin que ça et considérer que des très courtes peines d'isolement à la première incartade, même quand c'est quelque chose que certains pourraient qualifier de léger, je pense que c'est beaucoup plus efficace, y compris en termes éducatifs pour les jeunes. Parce que si on a un système qui donne le sentiment que finalement on peut enchaîner un certain nombre d'actes et que c'est quand ça devient vraiment très très grave au bout de la xème fois qu'on a une vraie sanction, finalement on donne le sentiment à beaucoup de jeunes qu'il n'y a pas de réponse. Et ces sanctions courtes, où est-ce que vous les mettriez en place ? Alors, dans des internats, dans des centres éducatifs fermés ? Des foyers, des centres éducatifs fermés. Vous savez, aux Pays-Bas, il y a eu une réforme il y a quelques années qui a mis en place un système comme celui-là. Je pense que c'est un modèle qui est intéressant. Évidemment, tous les pays sont différents, mais c'est comme ça que je souhaite avancer. Pour tout ça, il faut une loi. Pour une loi, il faut une majorité. Pour qu'on ait une majorité pour pouvoir adopter cette loi, il faut que les candidats Ensemble pour la République, qui se présentent sous la bannière que je présente dans cette élection législative, soient élus le 30 juin. C'est tant que le président Macron est au pouvoir. C'est tant que le président. Ça fait un peu plus de 5 mois que je suis Premier ministre. Ça fait un peu plus de 5 mois que je suis Premier ministre, Laurence Ferrari. J'ai montré dans toutes les fonctions qui ont été les miennes, je crois, notamment à l'éducation nationale, mais aussi à Bercy, que j'étais capable de faire des constats lucides, de reconnaître ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de prendre des décisions radicales. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, ça faisait des années qu'on expliquait qu'on ne pouvait pas interdire l'abaya dans nos établissements scolaires. En quelques semaines, j'ai pris cette décision d'interdiction, je l'ai faite appliquer, elle est aujourd'hui appliquée dans nos établissements. On nous disait que le retour du redoublement à la main des équipes pédagogiques, c'était impossible. J'ai pris la décision et désormais les équipes pédagogiques ont à nouveau le dernier mot sur le redoublement. On nous expliquait que c'était pas possible de mettre en place des vraies mesures pour élever le niveau de nos élèves et pour chercher une forme d'exigence et d'excellence à l'école. J'ai fait le choc des savoirs. Les syndicats sont contre moi sur ces mesures, mais je les assume parce qu'elles sont bonnes pour l'exigence à l'école et pour le niveau de nos élèves. Elles se mettent en place et elles se mettront en place à la rentrée. Donc ma méthode, c'est d'identifier les problèmes, de chercher des solutions concrètes pour y répondre et fortes.
Et évidemment, c'est ce que je souhaite continuer à faire. La lutte contre l'antisémitisme est absolument centrale aujourd'hui dans notre pays. On a vécu l'agression abominable d'une petite fille de 12 ans à Courbevoie. Le président répond par un temps d'échange d'1 heure dans les classes, collèges et lycées. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la hauteur des enjeux? Non, mais c'est une mesure et c'est un temps d'échange qui vient en plus de tout ce qui est fait par ailleurs déjà aujourd'hui à l'école. Je veux le dire, notamment en enseignement moral et civique. Vous avez des enseignants qui abordent ces questions-là avec leurs élèves et je veux vraiment les saluer parce que dans un certain nombre de cas, c'est pas simple de parler de ces sujets-là. Et donc effectivement, c'est-à-dire vous savez, il y a des contestations, il y a des professeurs. Il y a des endroits, il y a des collèges, des lycées, on ne peut pas enseigner librement. Mais vous avez des enseignants, que ce soit des enseignants d'histoire-géographie sur les questions d'histoire ou de laïcité, les enseignants de sciences de la vie et de la terre, des enseignants de musique qui subissent des contestations de leur enseignement. Et c'est ça pour moi le cœur du combat qu'on doit mener dans les mois qui viennent. J'ai commencé à le mener à l'éducation nationale. On a pris un certain nombre de mesures, notamment pour que les enseignants bénéficient toujours d'un soutien, y compris juridique, de la protection fonctionnelle. J'ai pris des mesures pour clarifier les règles à l'école, qu'elles soient toujours respectées. J'ai pris des sanctions inédites au moment des contestations de l'hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty, vous vous en souvenez, avec près d'1 millier de signalements à la justice et de sanctions dans les établissements scolaires. Ensuite, sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, j'avais annoncé, quelques mois après ma nomination à Matignon, que je souhaitais là aussi renforcer notre politique pénale pour que les atteintes à la laïcité soient toujours considérées comme une circonstance aggravante en cas d'agression. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un est agressé en raison de sa religion, c'est une circonstance aggravante. Si quelqu'un est agressé en raison du fait qu'il ne suit pas des principes ou des préceptes d'une religion, ça n'est pas toujours considéré comme une circonstance aggravante. J'avais annoncé, et ça a été fait par le garde des Sceaux à ma demande, une circulaire pénale pour que ça soit toujours le cas. Donc on renforce aussi évidemment les sanctions de ce point de vue-là. Gabriel Attal, Jordan Bardella se projette désormais à Matignon, à votre place. L'histoire s'accélère. Je crois que nous pouvons gagner, disait-il hier dans les colonnes du journal du dimanche, tout en expliquant qu'il gouvernera uniquement en cas de majorité absolue à l'Assemblée après le 7 juillet. Que lui répondez-vous? C'est votre principal adversaire dans cette élection, ces élections législatives? On le voit, il y a 3 blocs. Il y a un bloc mené par le Rassemblement national, un bloc mené par la France insoumise et ses alliés, et puis il y a l'offre que je propose avec les candidats Ensemble pour la République et un programme clair, des mesures claires, des engagements, pas de hausse d'impôts. S'agissant du Rassemblement national, on a vu ces dernières semaines que la façade qu'ils avaient construite sur leur parti pour se présenter comme le parti du pouvoir d'achat des Français était en train de s'effondrer. Ça fait des années qu'ils nous disaient qu'ils étaient le parti du pouvoir d'achat, qu'il y avait des mesures essentielles qui seraient prises dès leur élection s'ils venaient à être élus. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. La baisse de l'impôt sur le revenu ou la suppression pour les moins de 30 ans. Ces mesures-là, tout d'un coup, elles ont disparu. Ces dernières semaines, ils nous ont dit finalement, non, on ne va pas les faire si on gagne. Au motif que l'État est en faillite. Je pense que c'est surtout au motif qu'ils ne sont pas prêts à gouverner. Qu'évidemment, ça se prépare de gouverner le pays, d'être au gouvernement, d'être Premier ministre. Et donc, on a vu le programme s'écrouler quelque part, jour après jour, ces dernières semaines. Et pour le sujet de la majorité... Vous étiez prêt quand vous êtes arrivé à Matignon? Il y avait un programme, il y avait une élection présidentielle en 2022 avec une base, un programme et des mesures. J'ai été ministre 4 fois avant d'être nommé à Matignon dans des portefeuilles importants, notamment à l'éducation nationale. Mais ensuite, il y a ce sujet effectivement de dire je n'y vais que si on a une majorité absolue. Moi, je ne comprends pas qu'on mette des conditions suspensives pour servir son pays. C'est précisément quand c'est difficile. C'est précisément quand notre pays fait face à des défis économiques, géopolitiques, technologiques et politiques qu'il faut y aller. Quand le président de la République m'a proposé d'être Premier ministre, on était en majorité relative. Pas une seconde, je me suis dit « Ah, ça va être dur parce qu'on est en majorité relative, c'est compliqué, je vais peut-être pas y aller, en fait, je vais peut-être rester au chaud chez moi. » Non, c'est dans ces cas-là qu'il faut y aller. C'est dans ces cas-là qu'il faut se battre pour les Français. Et donc, ça confirme, selon moi, finalement, qu'ils ne sont pas un parti de gouvernement, mais un parti d'opposition qui ne sont pas prêts à gouverner. C'est probablement pour ça aussi que les chefs d'entreprise eux-mêmes, encore une fois, M. Asselin, le patron de la CPME, qui représente les petites et moyennes entreprises françaises, dit si l'extrême droite ou l'extrême gauche gagne ces élections, la France ira dans le mur. Alors, il n'y a pas que Jordan Bardella qui veut votre poste, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui ne l'a pas exclu. Que dites-vous à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, Gabriel Attal? Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair, serait le Premier ministre de la France si la coalition NUPES qu'il dirige remportait les élections législatives. Et moi, je l'invite à venir débattre. Demain soir, sur une autre antenne, je débattrai avec Jordan Bardella et la France Insoumise NUPES, qui a envoyé quelque part un porte-parole de M. Mélenchon, M. Bompard,
M. Mélenchon a réaffirmé ce week-end qu'il souhaitait gouverner le pays si la coalition NUPES l'emportait. Il se planque et qu'il sera Premier ministre. Non, mais je l'invite à venir débattre. C'est un débat qui est important. Parce qu'effectivement, une des conséquences directes ou indirectes, si on veut, de ces élections législatives, c'est le choix du Premier ministre de la France, pas du Président de la République. M. Mélenchon l'a réaffirmé, c'est lui qui sera Premier ministre si la NUPES gagne. Qu'il vienne débattre, projet contre projet. Et vous, où serez-vous le 8 juillet ? Est-ce que vous continuez à vouloir faire de la politique, à changer de carrière, Gabriel Attal, si les Français décidaient d'une autre majorité? D'abord, c'est les Français qui décideront, et indépendamment de ma personne, j'espère qu'ils feront confiance aux candidats Ensemble pour la République, encore une fois, en étant parfaitement conscients et lucides qu'il y a des difficultés dans le pays, que tout ce qu'on a fait n'est pas parfait, loin de là, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses où on n'est pas allé assez loin. Mais en tout cas, que sur la question des valeurs et sur l'intérêt économique du pays, on est au rendez-vous. Ensuite, moi, j'ai toujours... je me suis engagé en politique parce que j'ai envie d'être utile à mon pays. Et je chercherai toujours d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que vous vous émancipez du président de la République aujourd'hui? Est-ce que vous dites, lui, c'est lui, moi, c'est moi, Gabriel Attal? J'aime pas trop reprendre les phrases des autres. Mais bon, voilà, mais je pense ça recouvre une réalité. Chacun son identité, chacun son ADN, chacun sa méthode. Voilà, on est tous différents. Vous êtes différente de Monsieur Desarbes. Et voilà, et je pense que chacun se présente devant les Français avec une identité qui lui est propre, une méthode qui lui est propre. Et ensuite, les Français décident. Gabriel Attal, merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1 pour la grande interview.